C'est lui! Ouais, c'est lui! Attrapez-le et massacrez ce type! On va t'écrabouiller! Faites-lui mal! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran express. C'est Eric et aujourd'hui je vous propose de vous raconter les coulisses de Blade, réalisé par Stephen Norrington et sorti en 1998. Blade est un film d'action horrifique incroyablement péchu et novateur, porté à bout de bras par une bande de créatifs pointus et visionnaires à une époque incertaine où la technologie numérique allait redéfinir le monde et pas qu'au cinéma. Les années 90 sont aussi une décennie où les adaptations cinématographiques de comics fleurissent, mais aussi tâtonnent. Blade va contribuer à définir le film de super-héros en tant que modèle à suivre, tout en modernisant le style du cinéma d'action dans son ensemble. Pas mal pour un film initialement conçu comme une série B et que personne n'attendait vraiment. Enfin, Blade est le premier succès au cinéma d'un personnage de l'écurie Marvel, et c'était loin d'être gagné. Jusqu'alors, les super-héros de la maison étaient si malmenés dans leur adaptation à l'écran qu'il fallait fouiller au fin fond des étagères des vidéoclubs pour vérifier l'étendue du désastre. Afin de vous raconter comment Blade a sauvé la maison Marvel, au point d'incarner le véritable proto-super-héros du cinéma moderne, nous prendrons le temps dans cet épisode de retracer l'historique des premières adaptations de la maison, et si vous êtes un aficionado du MCU, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas prêt. Mais avant d'aller plus loin, Blade, ça raconte quoi ? Quand le monde des vivants touche à sa fin, il est le seul à pouvoir inverser le cours des choses. Pour moi qui n'ai rien d'autre qu'un vampire mort de plus. Les vampires existent. Ils sont tapis dans l'ombre, organisés en une société secrète et se nourrissent de sang le plus discrètement possible. Des prédateurs qui doivent se cacher, ce n'est pas du goût de Deacon Frost. Nous devrions gouverner les humains. Pour l'amour du sang, ces imbéciles sont notre nourriture. Frost est un jeune vampire ambitieux qui souhaite invoquer la Magra, un démon sanguinaire qui assurera l'hégémonie des vampires sur le monde. Heureusement, le justicier Blade veille au grain. Mi-humain, mi-vampire, il possède le meilleur des deux mondes, la force physique décuplée des créatures de la nuit, sans craindre la lumière du soleil. Il a quand même quelques désavantages, comme une soif de sang qu'il tente de maîtriser en s'injectant des inhibiteurs. Chez les vampires, il règne un certain remue-ménage. On sent que ça va bouger. Aidé par Whistler, un farouche adversaire des vampires, et par Karen, une biologiste spécialisée dans l'hémoglobine, Blade va sauver la situation en faisant parler la poutre de ses flingues, la lame de son sabre ainsi que les coups de tatane de son kung-fu, le tout sur fond de musique électro, sans oublier de garder la pose. On se croirait dans un cauchemar. Oui, mais ce soir, il y a plus dangereux que les vampires. C'est quoi ? C'est moi. Nous sommes dans les années 90. La technologie évolue et le monde du numérique est en train d'intégrer nos sociétés sans que nous y soyons encore bien préparés. Internet arrive dangereusement dans les foyers. Les tam-tams, ces petits boîtiers permettant de laisser des messages, préparent le terrain au téléphone portable. La 3D arrive dans les jeux vidéo qui deviennent plus adultes avec la sortie de la PlayStation de Sony. Tout cela malgré la menace d'un bug informatique mondial qui pourrait paralyser la planète au passage à l'an 2000. Sur le moment, franchement, on n'en menait pas large. Dans le monde du cinéma, cette révolution du numérique rebat toutes les cartes. En 1993, les dinosaures en CGI de Jurassic Park de Steven Spielberg ont laissé le public sans voix. Tout le monde a conscience que cette technologie sera le futur de l'industrie. En parallèle, les marchés internationaux s'ouvrent davantage et la vidéo rend peu à peu accessibles les imaginaires fous de la Japanimation type Akira ou la représentation sidérante de l'action dans le cinéma de Hong Kong menée par Tsui Hark ou encore John Woo. Si l'on ajoute à cela le boom créatif des clips musicaux portés par le style Big Beat de Prodigy ou de Fatboy Slim, on comprend que nous sommes dans une époque où le langage image au sens large est en train d'évoluer très fortement. Au milieu de ce maelstrom techno, les gloires du cinéma d'action des années 80 paraissent bien dépassées. Sylvester Stallone ne fédère plus autant. Cliffhanger et Demolition Man, tous deux sortis en 93, reçoivent un accueil mitigé. Arnold Schwarzenegger résiste un peu mieux grâce à ses collaborations avec James Cameron sur Terminator 2 et True Lies, mais Last Action Hero, L'Effaceur ou encore les comédies Junior ou la course aux jouets démontrent que le vent du box-office a tourné. Il paraît évident que les gens veulent autre chose que des gros bras, oui, mais quoi ? Que diriez-vous si je vous disais que vous êtes une brute fossilisée, symbole d'une ère décadente, heureusement disparue ? Je sais pas. Merci. En 1989,
la Warner explose le box-office avec Batman de Tim Burton, l'adaptation du célèbre super-héros de DC Comics. Le nouvel Eldorado cinématographique est donc là, dans l'adaptation des héros de comic book, ces bandes dessinées datant des années 30 pour les plus anciennes séries. La maison d'édition Marvel et ses filiales, propriétaires de héros célèbres comme Spider-Man, Captain America ou encore les X-Men, y voient une véritable aubaine. En effet, la société connaît de graves problèmes financiers depuis les années 80 et sa situation est de plus en plus critique. Cette mode des adaptations de comics pourrait sauver l'entreprise de la faillite. Sauf que Marvel et le cinéma, ça n'a pas été un chemin très glorieux jusqu'à présent. Rembobinage. Outre un serial avec Captain America en 1944, les héros Marvel avaient été adaptés à l'écran uniquement via des dessins animés dans les années 60. On se souvient surtout de Spider-Man grâce à son générique français, largement parodié dans les cours de récré en mode peau de banane et intervention chirurgicale au niveau du rectum. Mais le concurrent de toujours, DC Comics qui détient Batman et Superman, a une insolente longueur d'avance, et pas qu'un peu. Dans la deuxième moitié des années 60, la série live Batman est un immense succès à la télévision, devenant même l'un des programmes les plus regardés aux États-Unis. Dix ans plus tard, en 1977, c'est la série Wonder Woman incarnée par Linda Carter qui va faire rêver les foyers avec ses transformations au ralenti et son catalogue de super pouvoirs. C'est la justicière, interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. Enfin, en 1978, c'est le coup de grâce. Hey mec, super costard! Superman débarque au cinéma sous la direction de Richard Donner. Sur grand écran, l'adaptation est ambitieuse et très impressionnante. Le casting porté par Christopher Reeve et Gene Hackman fonctionne parfaitement, et les effets spéciaux sont de l'ordre du jamais vu. Bien entendu, le succès du film est fulgurant. Qui êtes-vous? Un ami. Les super-héros Marvel, à côté, font pas le figure. L'incroyable Hulk, incarné par le culturiste Lou Ferrigno, tente de concurrencer Wonder Woman via une série s'étalant sur 5 saisons. Et ça, c'est leur plus grand succès, car il y aura d'autres tentatives d'adaptation, mais que tout le monde aimerait oublier. En 1978, Doctor Strange est adapté en téléfilm. Le budget a beau être plutôt important pour un produit télé, les effets spéciaux paraissent déjà désuets et le résultat ne convainc personne. En 1979, Captain America est lui aussi au centre de 2 téléfilms dotés de budgets ayant subi de violents tours de vis. Dans le rôle titre, nous découvrons Reb Brown, un acteur cantonné au petit écran et qui deviendra star du nanar dans les années 80 grâce à ses collaborations avec Bruno Mattei. Parlons maintenant de Spider-Man. Là, ça devient plus compliqué. Le super-héros est au centre d'une série télé appelée The Amazing Spider-Man de 77 à 79. La série connaît un certain succès à l'époque, mais sa réalisation naïve la destine uniquement aux enfants. À l'international, le pilote sort au cinéma sous le titre Spider-Man ou L'Homme Araignée en France. 2 autres longs métrages Spider-Man arrivent en salle dans certains pays, mais ce sont des assemblages opportunistes de plusieurs épisodes de la série. Les effets spéciaux, déjà pas fameux sur petit écran, ne rivalisent pas une seconde avec ceux de Superman. En parallèle, Marvel signe un drôle de contrat avec le studio japonais Toei, autorisant l'échange de propriétés intellectuelles. En résulte Spider-Man, une autre série Spider-Man à la fin des années 70, mais uniquement au Japon. Et c'est bien gratiné. Un motard japonais se transforme en Spider-Man après avoir été mordu par une araignée de l'espace. Il se bat avec des aliens tous plus délirants les uns que les autres et pilote un robot géant nommé Léopardon. Pas de doute, on barbote en plein tokusatsu et l'esprit Marvel paraît bien lointain quand le héros japonais lance son cri de guerre « Je suis Spider-Man, l'émissaire de l'enfer ». Franchement, on ne sait plus si on est chez Marvel ou dans une chanson de Slayer. Dans les années 80, Marvel vendra les droits de Spider-Man à la Cannon Group dans l'espoir de concurrencer Superman avec une adaptation spectaculaire et fidèle à la bande dessinée cette fois. Mais le projet n'aboutira jamais et les droits deviendront particulièrement complexes à démêler suite à la faillite de la société de production. Après ces déboires,
Marvel comprend que l'exploitation à l'écran de ses personnages est exécutée sans stratégie, et sans les structures de production suffisamment solides pour garantir un spectacle ambitieux. Mais dans les années 80, Marvel tient enfin sa revanche en fédérant Universal Pictures et Lucasfilm pour un grand spectacle doté d'un budget d'environ 35 millions de dollars. Le succès est enfin pour bientôt. Si ce n'est que parmi toute l'écurie de personnages Marvel, on ne trouve rien de mieux que de choisir Howard le canard. Je vais me faire canarder. Sans surprise, le film est un four monumental, aussi bien artistique, critique que commercial. Marvel termine les années 80 en bradant ses licences à des indépendants. Produit par New World, la société de Roger Corman, le Punisher incarné par Dolph Lundgren surfe sur le cinéma d'action gros bras, lui-même en perte de vitesse. Produit au rabais, sans même un costume rendant hommage au personnage de la BD, le film ne sortira même pas en salle aux États-Unis, mais directement en vidéo. Punisher. Sans avertissement. Sans pitié. Il extermine les coupables. Toujours pour New World, la branche télé cette fois, 2 pilotes avec Hulk sont produits dans l'espoir de lancer 2 nouvelles séries de super-héros. L'une centrée sur Thor, l'autre sur Daredevil. Mais les projets ne se déclencheront pas et les pilotes deviendront 2 téléfilms orphelins. Échec également pour une nouvelle version de Captain America, un temps dans les mains d'Universal avec Jeff Bridges dans le rôle titre, qui rétrograde chez la Cannon Group, puis chez la nouvelle société de Menahem Golan, sous la direction du réalisateur de Second Zone, Albert Pyun. Là encore, le film ira faire de la figuration au fin fond des vidéoclubs. Vous êtes le parfait symbole de l'Amérique, mon pauvre ami, faible et pitoyable. Pour autant, Marvel n'a pas encore touché le fond, mais c'est pour bientôt. Elle vend pour une somme dérisoire les droits des 4 Fantastiques à un producteur allemand. Ce dernier échoue à monter un projet d'envergure et va perdre les droits des personnages, à moins de lancer rapidement une production. C'est alors que Roger Corman accepte de produire une adaptation bâclée en 3 semaines, pour un budget misérable de seulement 1 million de dollars. Mais peu importe le résultat, car le film n'est même pas prévu pour sortir quelque part, seulement pour prolonger les droits, dans l'espoir de monter, un jour, une production digne de ce nom avec la licence. Un film produit pour ne pas être vu, quelle ironie. Nous sommes maintenant revenus dans les années 90. Marvel n'est pas la seule maison à se montrer déçue des adaptations de ses personnages de comics. La Batmania de Tim Burton passée, les projets concurrents qui se bousculent les années suivantes montrent que le public ne répond pas systématiquement présent. Si les Tortues Ninja de Steve Barron ou encore The Mask de Chuck Russell avec Jim Carrey sont de grands succès, Splendide! Dick Tracy 2 et avec Warren Beatty, Judge Dredd avec Sylvester Stallone ou encore Tank Girl sont accueillis de manière tiède ou se révèlent être des échecs cuisants. J'étais sûr que vous alliez dire ça. De plus, le marché papier du comics s'effondre brutalement au milieu des années 90. La maison d'édition Marvel est maintenant au bord de la banqueroute. Sa survie tient uniquement à la vente des droits de ses personnages pour des adaptations. Si de nouvelles séries animées de ses héros reviennent à la télé, ce n'est pas suffisant pour assurer son salut. Il faut absolument qu'un projet cinématographique à succès se monte sur l'une de ses licences. Ce projet, tout le monde est persuadé que c'est le Spider-Man que développe désormais James Cameron. Réalisateur star et surdoué, c'est l'homme de la situation pour faire mieux que le Batman de Tim Burton. Mais les droits de Spider-Man sont éparpillés un peu partout depuis les années 80, et notamment chez Sony. Hélas, Cameron ne parvient pas à trouver de solution juridique et jette l'éponge, ce qui signe l'arrêt du projet. Marvel vend les droits des 4 Fantastiques, des X-Men, de Daredevil et de Ghost Rider à la Fox, qui n'en fera rien pour le moment. Idem pour Hulk et Namor qui sont vendus à Lionsgate sans réel projet derrière. Marvel approche Wesley Snipes pour un projet Black Panther qui intéressera vaguement la Columbia. Mais c'est finalement la société de production New Line qui prend au sérieux l'univers Marvel. Cette société menée par Robert Shea a connu le succès en exploitant la série des films d'horreur Freddy dans les années 80. La franchise étant rincée, New Line cherche de nouvelles opportunités. Les enfants sont bizarres de nos jours, on dirait. Elle a produit les Tortues Ninja avec succès, ce qui l'incite à poursuivre la voie des adaptations de comics. C'est dans ce contexte que le réalisateur de série B, Ernest Dickerson, convainc la New Line d'acheter les droits de Blade, un personnage Marvel tellement secondaire qu'il n'est même pas le personnage principal de la bande dessinée horrifique où il apparaît. Mais peu importe, le personnage n'est qu'un prétexte pour faire un petit film fun et décalé, avec le rappeur LL Cool J dans le rôle titre. Le jeune scénariste David S. Goyer est embauché pour développer le projet, et c'est là que tout va basculer. David S. Goyer est un scénariste débutant.
Il signe le script de Coup pour Coup avec Jean-Claude Van Damme, celui de Kickboxer 2 le successeur, puis rejoint Full Moon, la société de production de Charles Band spécialisée dans les films fauchés. Avec un tel pédigré, difficile d'imaginer que c'est cet homme qui va renverser la situation. Et pourtant, Goyer a du talent, une vision et est un fan hardcore de comic book. Il parvient à convaincre New Line de le laisser développer un projet plus ambitieux autour de ce personnage. La société de production accepte la proposition, car, après tout, qui connaît ce personnage de Blade ? Blade a été créé en 1973 par le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur Gene Colan. C'est un personnage secondaire de la bande dessinée horrifique Tomb of Dracula. Blade est un Afro-Américain qui, suite à l'agression de sa mère par un vampire, chasse les suceurs de sang à coups de pieu en bois. Il a un look cool et disco, et c'est tout pour la caractérisation. Le champ est donc libre pour que Goyer s'approprie complètement le personnage et son univers. Il garde l'idée de la mère mordue afin de justifier un héros mi-humain, mi-vampire, ce que Blade n'était pas dans la BD. Il en fait un super-héros sombre et badass qui se bat avec un sabre japonais. Il garde également l'antagoniste Deacon Frost, mais réinvente complètement le personnage pour en faire un jeune arriviste, autant assoiffé de pouvoir que d'hémoglobine. Et c'est tout. Le reste de l'histoire est totalement de son cru. Il invente une société de vampires hiérarchisée, avec au sommet les purs sang, ce n'est ainsi. En dessous, il y a les vampires transformés suite à une morsure, et en bas de cette société, les humains ayant pactisé avec les créatures de la nuit dans l'espoir d'être volontairement mordus et de les rejoindre. C'est un adepte de la caste. Un vampire en puissance. Quant à la mythologie fantastique, il prend ses libertés. Alors comment faites-vous pour les tuer? Avec des pieux, des croix? Les croix, ça ne fonctionne pas. Mais certaines légendes disent vrai. Les vampires sont gravement allergiques à l'argent. Et l'absorption d'ail leur provoque un choc anaphylactique. À part ça, il reste les rayons du soleil et les rayons ultraviolets. Dès 1992, David S. Goyer écrit une première version du script bien plus ambitieuse que la commande de départ et évoque même la possibilité d'une trilogie. Questionné sur l'interprète capable d'incarner Blade, le scénariste ne voit que 3 possibilités. Lawrence Fishburne, Denzel Washington ou encore Wesley Snipes. Bien entendu, le projet remonte vite aux oreilles de ce dernier. Dans les bonus du DVD, le directeur de production Michael De Luca explique le changement de cap du projet. The first draft convinced us that it should be a larger film, and it kind of sat around with us for a while, and we were exploring different actors, and then Wesley Snipes was frustrated with the progress on Black Panther, which is another comic book adaptation and development at Columbia, and he freed up and read our script and liked it a lot, and then it kind of went from there. Wesley Snipes s'attache au projet au point d'associer sa structure de production Amen-Ra. Fan de films de Hong Kong, il insiste pour que Blade puisse également utiliser les arts martiaux pour se battre, une idée qui plaît beaucoup à Goyer. Si les planètes commencent à s'aligner, le film est pourtant loin d'une mise en production. Le réalisateur Ernest Dickerson quitte le projet, maintenant devenu trop gros, et qui doit encore convaincre de sa viabilité commerciale. C'est alors qu'un film va changer la donne, à la surprise générale. En 1994, The Crow est un succès mondial. Tiré d'un comics au ton adulte signé James O'Barr, le film est réalisé par Alex Proyas, un jeune prodige issu de l'écurie Propaganda Film. Cette société de production de pubs et de clips vidéo qui révolutionne l'image et fascine la jeune génération. The Crow est époustouflant dans sa direction artistique sombre et gothique, surtout à la vue de son budget de seulement 23 millions de dollars. Le résultat à l'écran est bien plus riche, ce qui s'explique malheureusement par une cadence de travail éprouvante pour l'équipe du film. De nombreux incidents sont à déplorer, dont le plus célèbre est la mort de son interprète principal, Brandon Lee, touché par une balle à blanc restée bloquée dans le canon d'un pistolet mal nettoyé. Le succès de The Crow fait des envieux chez New Line, et Blade est le projet qui pourrait surfer sur la vague. Le film est enfin greenlighté, mais il y a une condition, qu'il soit réalisé par un jeune génie de l'image, un nouveau venu au cinéma, mais avec quand même une grande expérience de plateau, typiquement le profil des réalisateurs de pubs et de clips issus de la culture propaganda film. Et ils sont déjà fortement courtisés par les concurrents. David Fincher intègre un temps le projet Blade, mais il le quitte rapidement pour se consacrer à Seven. Cette quête du réalisateur idéal va encore durer de très longs mois. En 1994, l'anglais Stephen Norrington termine son premier film, Death Machine avec Brad Dourif. C'est une série B au budget ridicule, mais avec une ambition mouse. Le scénario, simpliste, lâche un robot en forme de xénomorphe aux trousses d'un groupe de résistants du futur dans un building high-tech. Soit un crossover entre Terminator et Alien, comme on en a vu déjà beaucoup.
Sauf qu'ici, les effets spéciaux très convaincants portent littéralement le film. Il faut dire que les effets spéciaux, le jeune Norrington, il connaît. Il entre dans le milieu du cinéma en tant que sculpteur, maquilleur et spécialiste des effets mécaniques. Il a été l'assistant de Dick Smith, Rick Baker ou encore Stan Winston. Il a travaillé sur Le Secret de la Pyramide, Greystoke ou encore Gremlins. Que Death Machine pompe allègrement Aliens de James Cameron est pardonné, car Norrington a justement travaillé sur les créatures du film. I'll be back. Death Machine impressionne les studios Hollywood grâce à sa production value, mais aussi parce qu'il ressemble beaucoup à Hardware de Richard Stanley, un autre film anglais de robots tueurs que Norrington connaît bien car il a travaillé sur les effets spéciaux. Hardware, c'est le profil type du tout petit film qui s'exporte partout grâce au talent fou pour l'image de son réalisateur. Richard Stanley étant déjà repéré par Hollywood, c'est donc Stephen Norrington qui est contacté par New Line pour diriger Blade. Le studio mise sur le savoir-faire du réalisateur dans le domaine des effets spéciaux, tout en se disant qu'un réalisateur novice sera plus facile à manipuler s'il faut intervenir et imposer des choix. Sauf qu'ils ont oublié de faire une étude de personnalité avant d'engager le bonhomme. Norrington est un artiste surdoué, mais aussi un collaborateur difficile qui n'a peur de rien, déteste les compromis et se fout royalement du Star System. Dans les bonus DVD, le producteur Peter Frankfurt se souvient du choix du réalisateur. Norrington sees very graphically, very visually, and he tells a story visually. You know, I mean, there's a lot of Goyer's explanation in the movie, but what really moves the story along is the visual storytelling. Norrington prend tout de suite le personnage de Blade au sérieux et souhaite faire un film ancré dans le réel, avec de la lumière naturelle et non des images bariolées avec des couleurs fantaisistes. La collaboration entre lui et Goyer se passe bien, même si la personnalité excentrique du réalisateur n'est pas de tout repos. Dans la revue Mad Movies de novembre 1998, David Goyer dit « Stephen est un vrai excentrique. Nous avons eu d'incroyables bagarres sur certains aspects du script. Il n'a pas beaucoup de respect pour ceux qui abandonnent la partie. J'avais du répondant, donc nos différends devenaient très productifs. » Les deux hommes et leur star Wesley Snipes ont aussi pour projet de réaliser un véritable melting pot des influences qui secouent la décennie. Action héritée des gros bras, matinée d'influences du cinéma de Hong Kong et de Chambara japonais, hommage à la Black Exploitation, ambiance high-tech influencée par la Japanime et les jeux vidéo. Le tout généré en hémoglobine suite au goût prononcé de Norrington pour les films d'horreur. Musique électro, sens de la pose badass et humour décalé vont parfaire ce cocktail totalement inédit à l'époque, soulignons-le. C'est vachement lourd. Mais tu es très musclé. Dans une interview au magazine Medium, Stephen Norrington se souvient. Le script original était moins austère, moins moderne. Il n'y avait pas de conflit de classe entre les pur sang et les personnes devenues vampires. Ma contribution était l'angle du personnage de Deacon Frost. Je le voulais comme un rebelle habillé en Gucci avec tout l'univers qui va avec. La musique rave, les clubs underground, l'anti-autoritarisme. Wesley a ajouté tous les arts martiaux. C'était totalement son truc et franchement j'ai eu beaucoup de chance. L'ensemble des idées disparates de Goyer, Wesley et moi-même s'est étonnamment bien assemblé. Une symphonie accidentelle? Allez comprendre. Quel miracle! Pour le rôle de Whistler, Stephen Norrington envisage Patrick McGoohan, connu pour son rôle dans la série Le Prisonnier. C'est finalement Chris Christopherson qui obtient le rôle après que John Voight ait été envisagé. Deacon Frost est proposé à Jet Li, qui décline au profit de L'Arme Fatale 4. C'est finalement Stephen Dorff qui endosse le personnage. Le casting est complété par des comédiens moins connus, comme Anne Bush Wright, Donald Logue ou encore Harley Jover. Pour incarner le chef des vampires, Norrington se fait plaisir en appelant le sulfureux Udo Kier, l'inoubliable Dracula du film de Paul Morisset. Quant au premier personnage que l'on voit dans le film, c'est l'ancienne star de cinéma X Tracy Lord qui nous fait cet honneur, personnage qui nous guide dans une rave party sanguinaire qui ouvre le film de manière magistrale. Une idée provocante signée Norrington alors qu'il a l'obligation de livrer un film PG-13, soit un film limité dans sa représentation de la violence. Mais ça, le réalisateur, il s'en fout. Le tournage débute en février 1997 pour un budget assez important de 45 millions de dollars, ce qui représente un risque financier non négligeable pour New Line. Ce n'est pourtant pas si confortable pour l'équipe, car les ambitions du projet sont vraiment importantes. Dans les bonus DVD, le chef décorateur Kirk Petruccelli raconte comment lui et son équipe ont travaillé l'excellente direction artistique du film en optimisant leurs moyens. We would begin with location photos of existing locations, research photos that I would gather, and I'd bring them to the table and we'd talk about it, and we'd have to find a camera angle that would really work. The most important piece to this is that these things can be done.
Le maquilleur Greg Cannon, au départ engagé uniquement pour la création d'un vampire obèse, insiste pour s'occuper de l'entièreté des maquillages. Il faut dire que les vampires, il connaît, car il a déjà travaillé sur Génération perdue de Joel Schumacher et le Dracula de Francis Ford Coppola. Dans les bonus DVD, il explique ce qui différencie son travail sur Blade. This was based on a comic book, so you can take a lot of license with this kind of vampire film. There's a lot of humor in the film, you can have fun with it, and some parts should be overdone a bit, to make it work for that scene. Le tournage est très précis et préparé. Sur le plateau, Stephen Norrington impose un style visuel radical pour donner au film une énergie très particulière. Dans une interview donnée à des fans sur Reddit, il dit « Blade a été tourné sur pellicule et avait peu d'argent pour les effets visuels en post-production. Donc nous avons utilisé un tas d'astuces physiques prises directement sur le tournage et qui ont très bien fonctionné. Les arrêts démarrage de la caméra étaient cool, parce que lorsque vous arrêtez une caméra 35 mm pendant le tournage, la pellicule ralentit lorsqu'elle passe à travers la fenêtre, ce qui provoque simultanément un fondu au blanc et une accélération de l'action. Parfois on bousculait l'opérateur qui essayait de garder une prise stable. Les rushs étaient remplis de choses étranges qui ont déconcerté les dirigeants. Si le goût de Stephen Norrington pour l'expérimentation fait des merveilles, l'équipe ne parvient pas toujours à suivre les idées du réalisateur, surtout que ce dernier possède un caractère indécrottable. L'ambiance sur le plateau devient vite très tendue. Star et coproducteur du film, Wesley Snipes est lui aussi pas toujours facile à gérer sur le tournage. Il s'immisce parfois dans les choix de mise en scène, ce qui irrite Norrington. S'il se montre pleinement à la hauteur des exigences physiques du rôle, il se confond tellement avec le personnage qu'il arrive des jours où il ne répond que si l'équipe l'appelle Blade. Une méthode acting qui va vite gonfler tout le monde. Lors d'une scène où Karen apprend qu'elle a été mordue par un vampire, Wesley Snipes refuse même d'intégrer la scène et quitte littéralement le plateau. Alors on a perdu son chemin, docteur ? Norrington est fou furieux. Mais Chris Christopherson assure le remplacement en pied levé pour une séquence que le réalisateur juge bien meilleure ainsi. Si par hasard vous devenez sensible à la lumière du jour et que vous êtes déshydraté, même après avoir bu plus que de raison, je vous suggère de vous poser le flingue sur la tempe et d'appuyer sur la détente. Heureusement, il y a quelques personnalités positives dans l'équipe, comme le comédien Donald Logue qui interprète Quinn, le bras droit de Frost. L'acteur est si drôle et investi que Goyer rallonge son rôle à la demande générale. C'était pour rigoler, il plaisantait, c'était pour rire. Un beau cadeau pour cet acteur qui en aura particulièrement bavé sur le tournage. Alors que son personnage est intégralement brûlé au 3e degré au début du film, Blade tente de le neutraliser définitivement dans un hôpital. Dans la cohue des prises de vue, le comédien s'étale par terre et se fracasse une mâchoire déjà fragilisée par un précédent accident. Il est emmené dans un véritable hôpital et se fait prendre en charge par les médecins moitié nus et recouverts de maquillage. Un grand moment de loose qui fait rire aujourd'hui le comédien. Oh, qu'est-ce qui te fait marrer, œil de lynx ? Blade s'ouvre sur une séquence absolument magistrale de rêve party dans un abattoir, une idée de Stephen Norrington. Le tournage de cette séquence s'est déroulé dans une véritable usine de transformation de viande, bénéficiant d'un système d'arrosage encore fonctionnel. Les figurants avaient beau savoir qu'ils allaient être aspergés de faux sang, ils sont surpris par la quantité d'hémoglobine qui leur tombe dessus. À la première prise, certains sont si choqués qu'ils quittent le plateau. Les figurants restants doivent supporter un tournage étalé sur 3 jours, car la gestion du faux sang est un casse-tête. Il faut souvent nettoyer le décor entre chaque prise, ce qui rend très inconfortable l'attente des acteurs trempés des pieds à la tête. Autre scène marquante, la course-poursuite dans les tunnels du métro, où Blade se bat au sabre avec les vampires. Cette scène, très impressionnante pour l'époque, mutualise un ensemble de techniques mixtes entre décors construits et ajouts numériques. Dans les bonus DVD du film, le directeur des effets visuels Richard Bailey raconte. It was determined that it was far too dangerous and too expensive to shoot a sword fight in a real subway tunnel while there was a 60 or 80 mile an hour train passing through that was just a few inches from the, Wesley Snipes and the rest of the actors. Ultimately, the decision was made to build a section of subway train tunnel on the stage out in Canoga Park to film the fight sequences over green screen and then to introduce a computer-generated, fully synthetic subway train into the tunnel while the fight scene was going on. Malgré la complexité des prises de vue, New Line a laissé Goyer, Norrington et ses équipes plutôt tranquilles. Le tournage de Blade se termine dans les temps et en respectant le budget. Le plus dur est donc passé, ou du moins,
c'est ce que tout le monde croit. Pendant la post-production de Blade, l'adaptation du comics Spawn par Mark Dippé, lui aussi dans un univers sombre et adulte, sort en salle et reçoit un accueil plus que tiède. Non, je t'en prie, tu hurles comme une gonzesse, fais un vrai cri! Pire, Batman et Robin, le 4e volet de la franchise à succès, se fracasse totalement au box-office et devient la risée des critiques. Ces contre-performances rendent très nerveuse New Line qui a misé gros sur Blade. Et maintenant, on appelle un taxi? Ne prends pas les pieds dans le tapis! Une première version du film, longue de 140 minutes, est projetée à un public test. Les retours sont désastreux. Le film est trop long, et le public rejette complètement le final, où Deacon Frost devient littéralement la magra, et se transforme en un démon de sang entièrement numérique. Les gens n'aiment pas que le film se termine dans un combat entre Blade et un monstre en CGI, dont le rendu laisse à désirer. Il faut dire que cette scène vient d'une demande tardive du studio et n'a pas laissé le temps aux équipes des effets spéciaux de proposer un meilleur résultat. Le public est également perplexe vis-à-vis de la toute dernière scène, où Blade et Karen aperçoivent une silhouette menaçante en haut d'un bâtiment, silhouette d'ailleurs interprétée par Stephen Norrington. Les auteurs ont voulu teaser une potentielle suite, en montrant le vampire Morbius, futur antagoniste dans une séquelle possible avec notre héros. Mais le public n'a pas la référence du personnage et ne comprend tout simplement pas ce dernier plan. Le verdict est donc sans appel. La sortie du film est décalée de 6 mois, le temps de faire des reshoots et de corriger le montage du film. C'est tout ce que vous avez à dire? La durée du film redescend à 2 heures. Parmi les scènes coupées figure la courte apparition de Stan Lee, célèbre visage de la maison Marvel. Hé Blade, que dis-tu d'un duel? Goyer et Norrington écrivent et tournent un nouveau climax entre Blade et Deacon Frost, plus classique, mais non moins efficace. Morbius est oublié au profit d'une scène finale sur la place rouge en Russie, scène qui laisse d'ailleurs Norrington de marbre. Il ne reste plus que l'aval de la MPAA à décrocher avant l'exploitation du titre. Pour rappel, la MPAA est la commission de classification des films. Mais la violence graphique du métrage rend soudainement parano Robert Shea, le grand patron de New Line. Il propose de littéralement couper la scène d'ouverture de Rave Party Gore. Norrington perd ses nerfs en pleine réunion et refuse catégoriquement de toucher la moindre image de cette longue introduction, justifiant que c'est la scène la plus forte du film. Et il a tout à fait raison. Le réalisateur devra malgré tout retirer 7 secondes de plan gore au reste du métrage, non sans hurler à la censure. En réponse, dans un pur élan de bravade, il fait apparaître son nom durant le générique sur un plan où le personnage de Queen embrasse une femme tandis qu'une autre lui prodigue une fellation. Fidèle à son état d'esprit anti-système, il refuse de faire la moindre promotion du film alors qu'il assume totalement le résultat. Oh, t'aurais pas dû me chercher, mon joli. Le film sort à la fin de l'été 98 aux États-Unis et c'est un succès surprise. Il rapporte 70 millions de dollars sur le sol américain et plus de 130 millions à l'étranger, soit l'équivalent de 3 fois sa mise de départ. Une excellente opération. L'équipe du film enchaîne les interviews, sauf Stephen Norrington qui a disparu dans la nature. Toujours à fond dans son rôle, Wesley Snipes parle aux journalistes comme s'il était Blade, parfois jusqu'au ridicule. Playing a comic book character is the best of all worlds, because anything goes. Create a different voice, create a different look, different sound, different way of moving with the talking. All the stuff very different from Wesley. Quoi qu'il en soit, la proposition du film ringardise en une seconde toutes les précédentes adaptations des héros Marvel, à commencer par les projets qui ont été lancés en parallèle de la production de Blade. Un téléfilm Nick Fury avec David Hasselhoff. Je savais qu'il m'enverrait le meilleur. Ou la série Generation X, qui raconte les aventures de jeunes mutants liés à l'équipe des X-Men. Accrochez-vous et tenez bon. Les X-Men, justement, sont toujours la propriété de la Fox. Le succès de Blade donne le feu vert à l'adaptation de Bryan Singer. Ce dernier va s'appuyer sur les mêmes choix artistiques faits par Goyer et Norrington, à savoir un traitement réaliste et moderne de l'univers qui n'infantilise pas les personnages ni le public. Le succès des X-Men confirmera la bonne formule. Quel talent, mon garçon! Et quand Sony décide à son tour d'activer la licence Spider-Man en confiant les rênes du projet au réalisateur Sam Raimi, c'est la mode des films de super-héros qui s'installe au cinéma. Et pour un bon moment, car nous y sommes toujours 25 ans plus tard. Mes amis, je livre la fête à domicile. Désormais, la maison Marvel est sauvée des tumultes financiers, au point d'ouvrir sa propre branche de production dédiée à ses licences. Marvel Studios produit Iron Man en 2008
et récupère peu à peu tous ses personnages afin de mettre en place le Marvel Cinematic Universe, le MCU, que l'on connaît tous aujourd'hui. Blade est donc le film qui a lancé cet élan et défini le film de super-héros moderne, mais c'est aussi un film qui a su capter ce qu'il y avait dans l'ère de son époque. Pour preuve, un autre film d'action extrêmement novateur sort à quelques mois d'intervalle de Blade, et les correspondances sont frappantes. Bienvenue dans le désert du réel. Quand Matrix des sœurs Wachowski atteint les écrans, c'est le blast intégral. Le mélange d'action à l'américaine, d'arts martiaux de Hong Kong et de Japanimation est poussé à son paroxysme. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Dans les deux films, les personnages prennent la pose avec des lunettes de soleil. Les innovations visuelles se répondent, comme le bullet time de Matrix, qui fait penser à un plan où Deacon Frost évite au ralenti les balles de Blade, plan qui fait lui-même référence au cinéma de Hong Kong. Aussi, certains décors sont extrêmement proches, comme ces fusillades dans des halls d'immeubles. Enfin, l'idée d'un monde qui n'est pas celui que l'on croit était déjà dans le film de Norrington. Vous feriez bien de vous réveiller. Le monde dans lequel vous vivez, c'est un joli monde de contes de fées. Il y a un autre monde. Il n'est pas possible de parler de plagiat entre les deux films. Matrix est un film qui a été finement préparé pendant des années, à une époque où Blade n'était qu'un projet. Ils ont juste saisi les mêmes ondes qui traversaient la pop culture de l'époque. Aussi, ils ont capté la peur d'un monde numérique qui allait devenir notre quotidien. D'ailleurs, un troisième film sort en 98 et évoque lui aussi un monde alternatif façonné par des êtres étranges. Il s'agit de Dark City, le second film d'Alex Proyas après The Crow. Ils veulent vous implanter d'un coup leur mémoire collective. Ils veulent faire de vous l'un d'entre eux. Un hasard qui n'arrive pas seul quand même. David Goyer a participé à l'écriture de Dark City durant le long hiatus où le projet Blade cherchait son réalisateur, ce qui explique que les idées se soient influées d'un film à l'autre. Vous avez le pouvoir de tout rendre possible, mais vous devez agir maintenant. Le succès de Blade au cinéma va bien évidemment relancer l'intérêt du personnage. Une nouvelle série de comics voit le jour en s'adaptant à la vision de David Goyer. Le scénariste est d'ailleurs à ce moment pris à partie par les créateurs du Blade original. N'ayant pas été consulté sur la réinvention du personnage, il souhaite désormais être intégré à sa propriété intellectuelle. Bien évidemment, New Line souhaite une suite et commande à Goyer un nouveau scénario. Ce dernier imagine une alliance entre Blade et la Société des Vampires afin de contrer un nouveau type de créature menaçant les deux espèces. Fidèle à ce qui a fait le succès de l'original, New Line souhaite un réalisateur à l'univers bien campé. C'est le cinéaste d'origine mexicaine Guillermo del Toro qui prend les rênes du projet. Je sais qu'on vous a entraîné pendant 2 ans à me faire la peau. Et voilà que je débarque ici. C'est excitant, n'est-ce pas? Blade 2 est une nouvelle grande réussite qui bénéficie à tout le monde. La réalisation folle de l'original est poussée ici encore plus loin. Quand on veut que les choses soient bien faites, faut les faire soi-même. Blade 2 a tout de la suite inspiré et le public ne s'y trompe pas. Le film fait encore mieux que l'original au box-office américain, ainsi que partout dans le monde. Vous ne savez pas. Vous avez affaire. David Goyer avait initialement pitché une trilogie à New Line. Normal que le troisième opus se mette en production très vite derrière. Guillermo del Toro décline la réalisation pour se consacrer à Hellboy. Stephen Norrington est rappelé, mais refuse également. Finalement, c'est à David Goyer que l'on propose la réalisation du film. Une belle promotion pour le scénariste, mais qui est en vérité un cadeau empoisonné. Car ce qu'il ne dit pas, c'est que Christopher Nolan l'a contacté pour travailler au reboot du personnage de Batman. David Goyer va tenter de tout mener de front. Nous sommes les traqueurs nocturnes. On dirait le titre d'un mauvais dessin animé pour gosses. Blade 3 se nomme Blade Trinity. Wesley Snipes fait équipe avec 2 nouveaux chasseurs de vampires, interprétés par Ryan Reynolds et Jessica Biel. Elle adore écouter sa Zikmu en MP3 en les tuant. C'est son petit baladeur à elle, tu vois. L'antagoniste n'est nul autre que Dracula, interprété par Dominique Purcell. Je suis le premier des vampires. C'est donc pour ça qu'ils t'ont ramené. Tourné à Vancouver pour 65 millions de dollars, le résultat à l'écran est peu inspiré, extrêmement poussif et singe grossièrement les initiatives des précédents films. La tension est vive sur le plateau de tournage entre Goyer et Wesley Snipes, au point qu'une vilaine rumeur dans la presse accuse la star d'avoir tenté d'étrangler le réalisateur sur un coup de sang. Snipes rejette bien entendu cette version
et évoque le racisme latent dont il est victime entre rôle principal et coproducteur noir dans une industrie qui tolère encore peu la diversité. Sans surprise, le film est un échec critique et public qui sonne le glas de la franchise au cinéma. J'ai avalé des tonnes d'ail. Et je viens de péter. Discret mais mortel. Tu vas cracher le morceau, pédale! Blade revient en série TV en 2006 avec Sticky Fingaz dans le rôle titre. Reprenant l'histoire laissée après Trinity, le show ne parvient pas à convaincre et s'arrête au bout d'une saison. En parallèle, Wesley Snipes fait encore les choux gras de la presse à scandale pour différentes affaires. En octobre 2006, un mandat d'arrêt est lancé contre l'acteur pour fraude fiscale, ce qui lui vaudra 3 ans de prison ferme, une condamnation entachant lourdement sa carrière. Avec Marvel Studios qui adapte à tout va ses personnages sur grand écran, un reboot de Blade est annoncé en 2013, mais rien ne sort. En 2019, un nouveau Blade est bel et bien confirmé dans le MCU, avec Mahershala Ali dans le rôle titre, mais toujours rien derrière. Le film est finalement promis pour fin 2025, mais disparaît entre-temps des plannings, alimentant de sérieux doutes sur l'état de la production. Au jour où nous enregistrons cette émission, la dernière apparition de Blade est une intégration surprise dans Deadpool et Wolverine, réalisée par Sean Levy et portée par Ryan Reynolds, que beaucoup ont découvert dans Blade Trinity justement. Très changé physiquement, Wesley Snipes offre une prestation entièrement tournée vers le fanservice. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre. Si l'on accepte les déboires judiciaires de Wesley Snipes, les forces créatives derrière Blade ont su incroyablement bien rebondir dans les années 2000. Marvel est passé de la banqueroute à l'un des plus grands studios de cinéma hollywoodiens. New Line a misé sur Peter Jackson et son adaptation du Seigneur des Anneaux, avec le succès planétaire que l'on connaît. David S. Goyer est devenu un scénariste de premier plan, grâce également au succès phénoménal de la trilogie Batman de Christopher Nolan qu'il a coécrit. Tout le monde a été bien servi, ou presque. Qu'est devenu Stephen Norrington qui a tant apporté au premier Blade? En 2001, Norrington boucle un petit film indépendant appelé The Last Minute, avant d'être approché de nouveau par un grand studio. C'est la Fox qui lui propose d'adapter La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, la bande dessinée de l'auteur anglais Alan Moore. Le budget est important, près de 80 millions de dollars. Fidèle à ses opinions radicales, Moore ne souhaite en aucun cas collaborer avec la production du film et reverse toutes ses royalties au dessinateur. Mais le studio ne sait pas comment adapter cette œuvre de BD en un film à grand spectacle. Bienvenue dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, messieurs. J'attends d'être impressionné. Norrington, aussi talentueux soit-il, ne parvient pas à travailler correctement dans ce cadre créatif si incertain, qui plus est dans une production si lourde. Il entre régulièrement en conflit avec la star du film, Sean Connery. Une rumeur va même jusqu'à citer une altercation physique entre les deux hommes, mais de nombreux témoins invalident cette version. Quoi qu'il en soit, le film est très décevant. Il est mal reçu par la critique et fait un mauvais score au box-office. Très déçu, Sean Connery décide d'arrêter définitivement sa carrière. C'était pas fair-play. Stephen Norrington est également extrêmement échaudé par cette douloureuse expérience. Il est régulièrement associé au développement de différents projets dans les années 2000, comme l'adaptation de Ghost Rider, le remake du Choc des Titans, un reboot de The Crow et même une adaptation live de l'animé Akira. Mais aucun de ces projets n'aboutira car Norrington ne souhaite plus se plier au monde du cinéma. Depuis la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il dit se consacrer aux expériences humaines. Il enchaîne notamment les éditions du Burning Man, ce rassemblement annuel dans le désert du Nevada. Son nom apparaît au générique de petits films d'horreur, par-ci par-là, sans aucun doute des films de copains, auxquels il a filé un coup de main sur les effets spéciaux. Il a remonté son premier film, Death Machine, pour une édition Blu-ray en 2024, avec de nouveaux effets spéciaux numériques. Mais rien au niveau de la réalisation, si ce n'est une rumeur initiée par Stephen Dorff, disant qu'il serait en train de réaliser un film en stop-motion, tout seul dans sa maison. Cette rumeur est partiellement fausse. Norrington ne travaille pas sur de la stop-motion, mais bel et bien sur un projet de film dont la production est loin des standards actuels. C'est une autoproduction avec 3 acteurs et quelques décors réels, beaucoup d'effets spéciaux numériques et une équipe de 2 personnes, lui et sa compagne. Le film s'appelle The Migrant et il sera prêt quand il sera prêt. Et si une fois fini, aucun diffuseur ne souhaite le film, Norrington jure qu'il le postera lui-même sur Internet. Les années passent, mais le bonhomme reste toujours aussi radical.
C'est la fin de notre épisode sur Blade de Stephen Norrington. Pour ceux qui souhaitent le voir ou le revoir, il est facilement accessible. Le film a été parmi les premiers titres à être édité sur support DVD. Vous le trouvez donc sans peine aujourd'hui dans les magasins d'occasion à seulement 1 €. On vous conseille malgré tout de desserrer les cordons de la bourse et de le revoir dans sa superbe et toute récente édition 4K. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous liker, nous laisser un commentaire, vous abonner à notre chaîne ou encore partager cet épisode avec vos proches. C'est un petit geste pour vous, mais ça nous permet d'exister dans la jungle des contenus disponibles. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous pour un prochain numéro de Retour à l'écran.